Bonsoir, nous sommes le lundi 8 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, votre actualité locale, accompagnée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Un premier pas vers la fusion. Vendredi dernier, les assemblées départementales des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont conclu la création d'un établissement public de coopération interdépartementale commun. Elles viennent également d'acter la fusion des sociétés d'économie mixte d'aménagement des deux départements. Et les visites ministérielles se multiplient dans le département. Lors de sa venue ce matin sur le campus scientifique et technique de l'entreprise, Alain Colas a manié les hameaux. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis, a annoncé un plan d'investissement 2016 pour l'entretien du réseau routier national. Vendredi dernier, c'était Ségolène Royal, ministre de l'écologie, qui était en visite sur le site d'Airbus au Mureau. Et apprendre les gestes qui sauvent en situation exceptionnelle, une initiative lancée par la préfecture des Yvelines. Ce week-end, une session gratuite dispensée par le SDIS 78 et la Croix-Rouge a eu lieu au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux. Nous y reviendrons. Et hommage au préfet Erignac, 18 ans jour pour jour après l'assassinat du préfet Claude Erignac, abattu en Corse en février 1998. La ville de Versailles lui a rendu hommage ce samedi. Une allée ainsi qu'un monument historique lui ont été dédiés. L'allée Claude Erignac a été inaugurée en présence du préfet Serge Morvan, du maire de Versailles et de Gérard Larcher, le président du Sénat. Claude Erignac avait en effet été préfet des Yvelines de juin 1993 à janvier 1996 avant d'être nommé sur l'île de Beauté. Et vendredi dernier, les assemblées départementales des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont délibéré simultanément et approuvé la création de l'établissement public de coopération interdépartementale ainsi que la fusion des sociétés d'économie mixte d'aménagement des deux départements. Les deux présidents des conseils départementaux, Pierre Bélier et Patrick de Villejean, concrétisent ainsi leur volonté de rapprocher les deux territoires. William L. pour ce reportage. C'est un premier pas vers un rapprochement des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le 5 février, les conseils départementaux des deux territoires ont voté pour la création d'un établissement public de coopération interdépartementale situé à Vélizy-Villacoublay. Une structure qui, selon les deux présidents, devrait permettre des économies. Il n'y a personne d'embauché pour cela. Ce sont nos services qui, conjointement, travaillent ensemble à la fusion progressive. Par exemple, pour la voirie, nous allons mettre ensemble notre parc d'engins tout de suite. C'est-à-dire que, évidemment, les Yvelines comme les Hauts-de-Seine puissent se servir des engins qui appartiennent aux deux départements. Un rapprochement vu d'un mauvais œil par le syndicat CGT qui craint une dégradation des conditions de travail et d'éventuelles suppressions de postes. Bien entendu, notre fusion ne va pas créer d'emplois. Mais après, il ne va pas y avoir de disparition brutale d'emplois. On va tout simplement faire ce qu'on a déjà commencé à faire, mais à une autre échelle, c'est ne pas renouveler les contrats, ne pas renouveler tous les départs en retraite, etc., etc. Si on veut pouvoir un jour faire baisser les impôts, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Également abordé le rapprochement de la SEM 92 et Yvelines Aménagement, une fusion des sociétés mixtes de développement prévue pour la fin de l'année 2016 qui nécessitera l'accord des collectivités territoriales actionnaires. Un plan qui s'inscrit dans un éventuel projet de fusion des deux départements. Et un projet de fusion qui, je le rappelle, est déjà contesté au sein même de la majorité du conseil départemental des Yvelines. Les conseillers départementaux Yves Vanneval et Christine Boutin ont demandé à leur président d'effectuer un référendum auprès de la population yvelinoise, une requête également formulée par le Parti socialiste des Yvelines. Et ce matin, le secrétaire d'État chargé des Transports a visité le campus scientifique et technique de l'entreprise Colas, basée à Manille-les-Hameaux. Alain Vidalis a aussi annoncé le plan d'investissement de 2016 pour l'entretien du réseau routier national ainsi que les voies navigables. Avec près de 300 millions d'euros investis pour les réseaux routiers, le budget a triplé depuis 2012. Mélanie Poquier était sur place. Près de 300 millions d'euros pour les réseaux routiers sur l'année 2016. C'est le campus scientifique et technique de Colas à Manille-les-Hameaux qu'a choisi Alain Vidalis, le secrétaire d'État, pour l'annoncer. Colas, entreprise française et leader mondial de la construction de routes. Très concrètement, c'est refaire des voies, refaire de la signalétique, refaire des bordures, tout ce qui aujourd'hui
s'appelle l'entretien et qui est indispensable. L'enjeu, c'est de ne pas se trouver sur le routier confronté à la situation qui est une réalité aujourd'hui sur le ferroviaire, c'est-à-dire que si vous ne faites pas un entretien régulier, le vieillissement du réseau vous impose ensuite de faire d'énormes travaux de restructuration. Près de 8 déplacements sur 10 se font sur le million de kilomètres de route que compte la France. Pour le budget 2016, un crédit exceptionnel de 120 millions d'euros est ajouté. Il y a un très gros besoin parce que depuis 6 ou 7 ans, effectivement, on a beaucoup moins entretenu les routes. On a perdu 30% d'activité ces 6 ou 8 dernières années avec 25 000 emplois de perdus. Et donc on constate tous effectivement un certain nombre de problèmes, de difficultés sur les routes. Ce budget financera 400 chantiers à travers toute la France. Dans les Yvelines, une dizaine sont concernés, dont la mise en sécurité des zones cyclables de la RN10 ou encore l'entretien des chaussées de la Nationale 12. Et la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Ségolène Royal, était-elle vendredi en visite officielle sur le site d'Airbus Defence and Space au Mureaux, l'occasion de rappeler le succès des dernières missions de Ariane 5 avec le lancement du satellite Intelsat 29, mais surtout l'importance du secteur pour appréhender les problématiques environnementales et leur rôle d'observation en ce qui concerne le réchauffement climatique. Les images sont signées Fanny Bourdillon. Découverte du cryospace et du hall d'intégration de l'étage principal d'Ariane 5. Une première visite pour Ségolène Royal, la ministre de l'écologie du site Airbus Défense et Espace au Mureaux, qui compte 2500 employés. Si ce fleuron de l'industrie spatiale française est à l'ordre du jour, c'est bien pour des questions environnementales. Toutes les activités spatiales, scientifiques et techniques sont absolument cruciales parce que ça permet au fond d'accélérer et d'être à la hauteur des engagements qui ont été pris à la conférence de Paris sur le climat. Plus bien sûr toutes les autres activités spatiales qui parfois d'ailleurs ont des connexions très directes ou indirectes avec la question de l'avenir de la planète. Ariane Space appartient à la co-entreprise Airbus Safran Launcher. C'est le leader mondial des services de lancement. Lors de la COP21 en novembre dernier, l'importance de la coopération internationale et de l'apport des satellites pour l'observation du changement climatique a été mise en avant. Au-delà des problématiques environnementales, Ariane Space se veut aussi éco-responsable. Nous attachons une grande importance au respect de l'écologie, en particulier sur le site des Mureaux. Nous avons investi des sommes très importantes pour avoir une chaufferie biomasse qui alimente l'ensemble des bureaux d'études et des ateliers du site des Mureaux. Il est évident que les lanceurs ont un impact important sur le respect de l'environnement, sur la sécurité, sur l'observation de la Terre, sur le climat, sur la météorologie. Prochain objectif pour Ariane Space, démarrer le développement d'Ariane 6, le lanceur européen du futur. Il devrait, entre autres, améliorer le lancement des satellites européens de protection de l'environnement, de surveillance du climat et de météorologie. Première réunion publique et première tuile pour la municipalité de la Verrière. La commune proposait samedi matin une concertation aux habitants autour de la rénovation du quartier du Bois de l'Étang. Seulement, certains sont loin d'y être favorables. Ils craignent de voir les immeubles détruits sans garantie d'être relogés sur place dans de nouveaux programmes. Ils se basent sur une lettre qui aurait été envoyée par le maire au préfet pour lui demander l'intégration du secteur dans un dispositif de projet d'intérêt régional. On écoute tout de suite une habitante et les explications du maire adjoint en charge de l'urbanisme. On pense qu'il veut faire 2 bâtiments ou 3 même là-bas pour les vendre et éventuellement les louer ou je ne sais pas. Enfin bref, on ne sait pas trop exactement son projet, mais on sait que c'est pas pour les résidences. C'est pas pour les résidents du Bois de l'Étang. Nous, il va nous reloger ailleurs. La rénovation intéresse le quartier complet. Les entrées du quartier, les voiries, les écoles. Nous avons 2 groupes scolaires sur ce quartier. Le gymnase a déjà été rénové, lui, dans ce qu'on appelle en rue 1, c'est-à-dire le premier projet de rénovation urbaine, la première campagne. Mais évidemment, ça concerne l'ensemble du quartier, bien entendu. Nous ne voulons pas créer un quartier neuf en nous désintéressant des quartiers plus anciens. Donc l'amélioration de l'habitat, des appartements, de l'existant, tout ça fait aussi partie de nos objectifs. Et nous accueillons ce soir en plateau avec nous Mathilde Aubineau. Bonsoir. Alors Mathilde, je vous ai présentée, vous êtes yvelinoise, vous habitez au Chesnay
et vous êtes aussi la fondatrice d'un blog qui s'appelle La Saga des Audacieux. Et votre premier livre, sur lequel vous êtes co-auteur, vient d'être publié. Il s'appelle Les métiers de la cuisine. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de votre blog. Donc La Saga des Audacieux, c'est un site internet sur lequel vous partagez vos rencontres avec des personnalités. Vous dressez leurs portraits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, j'avais travaillé dans la presse écrite, dans les médias en général, et je trouvais que l'audace, c'était une valeur très importante, très intéressante, et j'ai voulu partir à la rencontre de ces personnalités, des personnalités politiques, des dirigeants d'entreprise, en prenant l'angle de l'audace. Et à chaque fois, c'est très intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les porte au quotidien dans leur métier. Alors, comment justement aussi l'idée de faire un blog ? Pourquoi justement avoir choisi ce format ? Ça vous correspond peut-être bien, parce que vous êtes assez jeune, je vous rappelle, vous avez 24 ans. Je trouve que c'est un média qui est très interactif, puisqu'après je le relais sur les réseaux sociaux aussi, et ça permet à un public large, finalement, aussi bien des jeunes, des influenceurs, de pouvoir faire émerger des contenus. Et du coup, c'est très intéressant de se servir de cet outil-là, de ce support qui permet de mettre en évidence des figures auxquelles on n'en aurait pas nécessairement parlé au départ. Je pense à des entrepreneurs, des jeunes dirigeants, et qui permet de les mettre en avant. Votre but, c'est un peu d'ériger des modèles, de donner des modèles, je ne sais pas, à d'autres personnes, des envies de motivation ? Oui, à travers ces figures, de voir ce qui émerge, une capacité à dire non, à faire avancer les choses. Et c'est vrai que ce sont des personnes de parcours, d'âge, d'origine très différentes, et il y a un aspect très syncrétique qui fait avancer à ce côté-là. Alors justement, des parcours qui inspirent les gens. C'est un peu le même principe avec ce livre, donc Les métiers de la cuisine, qui sont publiés aux éditions L'Étudiant. C'est une première, donc ce livre pour vous ? Oui, absolument. Comment est née un petit peu l'idée ? Comment ça s'est passé ? On vous a contacté pour être co-auteur sur ce livre ? Oui, alors à la suite justement de ce blog, La Saga des Audacieux, avec lequel je pars à la rencontre de ces personnalités, on m'a proposé ce projet en partant cette fois à la rencontre de grands chefs, de sommeliers, pour donner des conseils aux jeunes ou personnes intéressées, curieuses de cet univers de la cuisine. Et il y avait cette idée, on parle beaucoup de la cuisine à la télévision, dans les médias, et finalement d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, l'envers du décor, les coulisses, à travers ces témoignages de grands chefs. Alors justement, on a parfois des clichés par rapport au milieu, au secteur de la cuisine. Il y a des choses que vous avez découvertes, des choses qui vont étonner peut-être quand vous avez fait votre enquête justement pour ce livre. Alors je retiendrai deux choses, à la fois la créativité de la part de ces chefs, ce sont des artistes, la manière dont ils parlent de ce produit qu'ils subliment très souvent, et puis la pédagogie. Il y a une envie d'expliquer justement aux jeunes, de faire partager leur savoir, d'insister sur la ténacité, la volonté d'arriver. Ça, c'était très intéressant et formateur. Alors, ce livre propose donc un peu un tour d'horizon à des métiers de la cuisine. Alors, il y a pizzaiolo, chef, barman, il y a un petit peu tout expliqué. Le parcours aussi qu'on doit un peu effectuer justement pour arriver à ça. C'est un peu pour les jeunes qui sont en quête d'orientation par rapport au bac. Justement, là, on est en plein dans la période. Oui, il y a cette idée. Finalement, j'ose pas forcément franchir cette porte. C'est un métier qui m'intéresse. Et il y a cette idée, on y va, pourquoi pas moi ? Et ça peut être intéressant. Les personnes en reconversion aussi qui sont intéressées, curieuses de cet univers. Et donc, vous avez 24 ans, finalement, vous avez peut-être fini vos études il n'y a pas si longtemps que ça. Ça vous a parlé spécifiquement et vous avez besoin d'un regard justement jeune pour parler de ce milieu, aussi de l'orientation. C'est une question importante. Oui, c'est un rôle clé justement pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que c'était intéressant d'aller rencontrer ces chefs. Alors je pense à Xavier Koenig, qui est le dernier gagnant de Top Chef, qui est jeune, et puis d'autres figures comme Thierry Marx, qui vont chacun apporter leur expérience et qui vont donner des clés pour les questions d'orientation aussi. Justement, est-ce que on peut en savoir plus ? Il y a des petites anecdotes par rapport justement à ces clés pour justement avancer dans le milieu de la cuisine ? Alors oui, déjà s'entraîner chez soi, par exemple, régulièrement. Alors bien sûr, il y a l'apprentissage, il y a les différentes études qui sont mises en place, mais faire preuve de régularité et puis aussi jouer sur les saisonnalités et toujours être en veille. Ça, c'est important. Ces chefs ont témoigné sur cette nécessité de se dire, en regardant des magazines, en se promenant dans la rue, essayer d'avoir toujours un regard vif et se servir finalement de ces sources d'inspiration très variées. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes en plein dans la période des vœux d'admission post-bac. C'est un sujet de préoccupation pour les étudiants. Et souvent, la cuisine, on considère que c'est une filière courte. Il y a beaucoup de filières, il y a 3-4 ans d'études, peut-être parfois moins. Est-ce que pour vous, même si c'est une filière qui est dit un peu plus technique, c'est également un parcours pour les ambitieux ? Bien sûr, au contraire, ce sont des très beaux parcours qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'on ne devient pas chef du jour au lendemain. Et c'est cette idée de s'inscrire dans une perspective. Et ce sont des très très beaux parcours. Bien sûr, il faut de l'ambition, du travail, de la rigueur. Et ça a été des expériences qui sont façonnantes, qui sont fascinantes aussi.
Alors un premier livre, voilà, co-publié à 24 ans, quelle va être la suite un petit peu pour vous? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés justement par rapport à votre blog ou par rapport voilà, à vos ambitions personnelles? Alors justement par rapport au blog, je suis en train de réfléchir par rapport au site, essayer de voir comment mettre en place, poursuivre justement à travers la figure du dirigeant, la figure du leadership et toujours essayer de créer des liens, de tisser des liens entre les dirigeants, puis les parties prenantes, les lecteurs, les internautes. Donc voilà, en phase de réflexion. Et si vous auriez, je sais pas, 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait lui aussi ouvrir son blog et voilà, sur un parcours un peu similaire au vôtre? Foncez, ne pas hésiter à oser, à frapper aux portes et avancer. Et voilà, moi j'ai écrit mes premiers articles à 13 ans, j'ai envoyé des rédacteurs en chef et ne pas avoir peur finalement et toujours se dire pourquoi pas moi. Merci beaucoup Mathilde Aubineau. Alors voilà, je le rappelle, Les métiers de la cuisine, c'est aux éditions de l'Étudiant. Et si on veut en savoir ou découvrir peut-être un peu plus sur votre blog, on peut retrouver vos écrits sur le blog La Saga des Audacieux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout autre sujet à présent, dans le cadre du plan Gestes qui sauvent lancé par la préfecture, les services de secours s'organisent durant tout le mois de février pour former sur les actions à adopter en situation d'exception. Ces sessions gratuites dispensées par le SDIS 78 et la Croix-Rouge sont également données au sein de certains établissements scolaires sur volonté du chef de l'établissement. Nous nous sommes rendus à une de ces séances au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux. William L. et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Et je sens, non regarde, de l'autre côté, il faut que tu puisses regarder sa poitrine se soulever. Masser, défibriller ou poser un garrot, ces gestes auparavant réservés aux professionnels vont s'étendre au grand public. Dans ce lycée de Montigny-le-Bretonneux, la direction s'est impliquée dans une session de formation aux gestes qui sauvent. C'est une opération très très utile. Je pense que ça va nous permettre de sensibiliser les élèves en cas d'événements graves, parallèlement donc à la mise en place du PPMS, du plan de mise en sûreté. Dispensée par des bénévoles et mise en place avec les services de la direction académique, cette formation ne se substitue pas au PSC1. Au programme, des gestes à adopter en situation d'exception comme poser un garrot. On a vu comment se protéger et protéger la victime sur une scène d'accident, comment passer une alerte, par quels moyens, etc. On a appris là donc, tout ce qui va toucher un petit peu à la traumatologie de l'attentat, c'est-à-dire les saignements, les plaies graves, les victimes inconscientes qui respirent ou qui ne respirent pas, donc après les massages cardiaques et l'utilisation du défibrillateur. Venu volontairement, chacun des élèves reçoit un diplôme à la fin de la formation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce petit diplôme, dis-moi? Je suis contente parce que je sais que je pourrais sauver des vies. Et je ne savais pas le faire avant et maintenant je sais les gestes. Je pense que c'est bien pour l'avenir parce que du coup, tout le monde peut être sauvé et tout le monde peut être un héros. Une formation qui répond à une demande. Suite aux attentats du 13 novembre, de nombreux Français avaient exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. En dehors de ces formations en milieu scolaire, la préfecture des Yvelines a organisé 83 sessions gratuites pour le mois de février sur le territoire. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Et c'est un des projets phares de Joséphine Colsman-Berger, la mère de Plaisir. Le projet Ville Solidarité, lancé en septembre 2014, commence déjà à prendre forme. Le projet concerne 6 grands axes tels que le transport, le handicap ou la lutte contre le décrochage scolaire. Les centres sociaux Flora Tristan et La Mosaïque prendront le nom de Maison des Familles et proposeront différents ateliers de soutien. Une 3e Maison des Familles a ouvert également ses portes dans l'ancienne école Camille Claudel. Principal objectif de ces mesures, améliorer les possibilités d'accompagnement et de solidarité de la ville. Écoutez. Nous avons un centre social très dynamique avec un accompagnement à la difficulté qui est forte, surtout dans le cadre du logement, surtout dans le cadre de l'accompagnement des femmes isolées par exemple, au niveau de la petite enfance aussi, au niveau du sanitaire. Le projet Ville Solidarité, c'est de voir comment, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, la ville peut apporter, je dirais, un regard, un accompagnement et surtout, je dirais, un respect. C'est ça qui est important.
Et comme chaque lundi, nous retrouvons Séphora Namani pour sa chronique culturelle. Bonsoir Séphora. Bonsoir Florane. Alors cette semaine, vous venez nous dresser un portrait familier à 3 générations maintenant, celui de Chantal Goya. Tout à fait, je vais vous ramener à votre enfance, j'imagine, avec Chantal Goya et son répertoire merveilleux. Chantal Goya qui était samedi dernier au Théâtre Espace Coluche de Plaisir pour la première date de sa nouvelle tournée avec son spectacle Les Aventures Fantastiques de Marie-Rose, un ensemble de 14 nouvelles chansons avec même de tout nouveaux personnages comme un petit rat qui s'appelle Raccourci, des souris, un loup, des koalas qui vont emmener petits et grands à la découverte d'un tout nouveau décor également, celui du Vieux Paris, à bord de la mythique voiture Trèfle Jaune. Bien bonjour chez vous, voici ma carte de visite. Je suis l'homme invisible. Ring-a-ding-a-ding, les jolies filles dansent. Ring-a-ding-a-ding, au moulin rouge aussi. Ring-a-ding-a-ding, c'est Paris et la France. Ring-a-ding-a-ding, c'est la fête aujourd'hui. Dans la France et dans le monde entier, avec vous dans la joie retrouvée. Alors c'est la première date de sa nouvelle tournée, mais c'est un spectacle qui a l'air un petit peu rodé au Théâtre de Paris pendant 3 mois, donc de octobre à janvier dernier, spectacle produit à partir de l'album éponyme sorti en 2015. Tout à fait, c'est ça. L'album Les Aventures Fantastiques de Marie-Rose, qui est son 19e album. Il faut savoir que son premier album remonte à 1977 avec Voulez-vous danser grand-mère. Et elle nous explique que c'était presque même par hasard qu'elle a commencé sa carrière dans la chanson pour enfants au détour d'une invitation en émission télévisée pour aider une amie. J'ai un jour rencontré Mariti et Gilbert Carpentier dans les années 75. Jean-Jacques écrivait des mini-comédies musicales pour eux. Il manquait 5 minutes et Mariti Carpentier m'a dit « Viens nous aider parce que franchement, il nous manque 5 minutes. Toi qui es disponible, est-ce que tu peux venir ?» Alors j'ai quitté la campagne où j'habitais pas loin d'ici. J'ai emmené mes enfants qui avaient 5 ans et 7 ans et Jean-Jacques m'a écrit « Adieu les jolis foulards ». Et là, ça a été la folie. Mais il y avait plus de 500 000 lettres qui sont arrivées et j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants. Alors depuis 1980, les scènes et tournées mondiales se sont enchaînées, de nombreux spectacles même en boîte de nuit pour Chantal Goya. Grand Rex, Olympia, Zénith, Casino de Paris, elle a collectionné toutes les grandes salles parisiennes. Chantal Goya d'ailleurs qui détient le record de représentation pour une artiste seule en scène au Palais des Congrès avec pas moins de 356 représentations. Chantal Goya, c'est aussi plus de 350 chansons et 25 millions de disques vendus. C'est impressionnant, mais en même temps, ça fait 35 ans qu'elle tourne avec la même équipe. C'est son mari d'ailleurs, Jean-Jacques Debout, qui est le metteur en scène de tous ses spectacles. Mais quel est un peu le secret de sa longévité sur scène ? Alors vraiment, elle est étonnante, une énergie incroyable déployée sur scène par cette artiste de 73 ans, un spectacle moderne qui sait se réinventer à chaque fois, beaucoup de danse, c'est dynamique, très vivant. Et puis on sent qu'elle aime la scène et son public, c'est interactif. Elle fait monter les enfants sur scène avec leurs parents, même parfois qui viennent déguisés à la façon de ses personnages. Son succès tient vraiment à cette transmission parent-enfant. Elle nous explique. Ah, la grande question qu'on me pose tout le temps. Oui, moi, je crois que j'ai connu tous ces enfants qui sont aujourd'hui des parents. Je les ai connus vraiment, tout mon public, je l'ai connu petit en fin de compte. Et je crois qu'il y a un lien très, très affectif entre eux et moi. Et ils le transmettent aux enfants. C'est les seuls qui transmettent vraiment mes chansons et mon histoire aux enfants, ainsi que les grands-parents. Alors, vous savez, quand on a un public comme ça de 3 générations, c'est un merveilleux cadeau. Alors j'ai une petite surprise pour vous, Florane. Je sais que cet univers a bercé votre enfance et je vous ai préparé une petite compilation des grands classiques qui font partie bien sûr du spectacle. Je veux parler de Pandi Panda, Le Lapin, Bécassine. On regarde. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Pandi Panda, petit ourson de Chine. Pandi Panda, les dents et la Pandi Panda, tu ne seras pas une victime. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines.
Merci Sephora, que de bons souvenirs effectivement. J'ai une question moi aussi pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi Chantal Goya s'appelle justement Goya? Parce que ce n'est pas son vrai nom de famille, son vrai nom c'est Chantal de Guerre. Ah, bah écoutez, non, je vous avoue, je n'y avais jamais songé. Goya peut-être par rapport au peintre espagnol, du coup. C'est pas mal, vous n'êtes pas loin. En fait, c'est son ami, le poète Guy d'Arcante, qui lui a dit qu'elle ressemblait au portrait de Manuel Osorio, peint justement par le peintre Goya. Un petit garçon avec de grands yeux noirs et une collerette blanche. Elle lui a dit que si un jour elle chantait, elle prendrait le nom de Goya. Bah écoutez, vous m'apprenez quelque chose, merci. Eh bien oui, on en apprend tous les jours avec la chronique culture. Merci beaucoup Sephora. Je le rappelle, la tournée de Chantal Goya se poursuit en 2016 dans toute la France. Vous aussi, vous aurez peut-être la chance de la voir. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de kiosque. Une émission musicale cette fois-ci. Une émission musicale, eh bien on a hâte de voir ça. Et de la musique au sport, il n'y a qu'un pas. On referme cette édition avec un mot de rugby. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Sky Rugby. Les hommes de Thomas Payen se sont très facilement imposés face à Fontenaisienne sur le score de 66-12. Au classement, le Sky Rugby réalise la bonne opération de cette 13e journée. Avec sa victoire, les Yvelinois comptent désormais 9 points d'avance sur leur dauphin. La montée, l'objectif fixé en début de saison, est donc plus que jamais réalisable. Et tout de suite, plus de détails avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.